Oui, oui, c'est bien à toi. Bonjour. Voilà, je te mets un petit chrono. Ah, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Quel délicat exercice de passer après Laurence et Pierre. On va parler, comme vous l'a dit Ludo, aujourd'hui d'un thème qui nous tient à cœur et j'ai une petite confession à vous faire. J'ai un petit problème avec ce mot-là. Oui. J'ai un petit problème avec ce mot-là parce que ce mot-là, on l'entend un petit peu de partout. On l'entend beaucoup sur LinkedIn, on l'entend pas mal dans des discours politiques, on l'entend parfois aussi sur des coupures de presse. Et je pense, et j'ai toujours peur, qu'à chaque fois qu'on l'utilise, finalement, on le vide un peu plus de son sens. Et je suis vraiment en train de me poser la question de savoir s'il n'a pas déjà perdu tout son sens. Et à y penser, c'est un petit peu paradoxal, voire ironique, de se dire que nous, la plupart, organismes de gestion de destination, ça porte son nom, organisme de gestion de destination, finalement, à vouloir utiliser ces mots et à vouloir soigner, je me pose la question finalement si on n'est pas plus en train de blesser. J'ai pas beaucoup de certitude, j'ai plutôt du doute dans ma vie, on va dire, de tous les jours, mais en tout cas, il y a 2-3 choses que je voulais partager avec vous. Et celle-là, elle est de Albert Camus, pardon, je vais dire Jean-Paul Sartre, pas du tout. Mais c'est de se dire que finalement, à mal nommer les choses, on ajoute du malheur au monde. Et j'ai envie de dire aussi qu'à mal nommer les choses, c'est sûr, on n'arrivera jamais à trouver en fait de solution. Alors, bienvenue dans le cimetière des Moïsés. Alors, notre industrie est très créative, mais elle a aussi un petit peu ses modes. Et le problème, elle a ses tendances, et souvent on se jette tous dedans. Alors, on a eu le Caire, quelques années en arrière. On achète un baby-foot, on met en place une cuisine avec une PlayStation, et on donne aux missions à la directrice des ressources inhumaines ou au directeur des ressources inhumaines, finalement, de poser des paniers de fruits le matin, etc. On avait presque oublié que ce qui était important dans la vie, c'était le sens. On n'a toujours pas de stratégie, on n'a toujours pas de plan d'action, mais c'est cool, on a un baby-foot. Dommage, une étude récente a démontré aux États-Unis, c'est même une méta-étude, que ce qui protégeait le plus en termes de stress, c'était justement le sens. Et comme Sénèque le disait, un homme ou une femme qui est en route vers un projet qu'il passionne est invulnérable à la mort ou à la maladie. Le green, on va en parler beaucoup. On repeint les choses en vert, on plante des arbres au Gabon et on dit que c'est green. Et vous allez voir, il y a 2-3 petits florilèges bien sympas. Le big data, il y a quelques années en arrière. Toi, tu fais quoi? Du big data, du smart data? Ouais. Et bien aujourd'hui, combien de personnes utilisent réellement la data pour sortir de la connaissance, pour sortir de l'intelligence décisionnelle et pour prendre des décisions? Une récente étude disait que 95% des décisions qui sont prises ne s'appuient jamais sur de la data. L'expérience client. On en parlait sur cette scène en 2014. J'ai revu une présentation d'il y a longtemps. Alors l'expérience client, on se faisait joli, hop, un petit peu de sambon sous les bras, du parfum dans les lieux, et ça y est, c'est de l'expérience client. On en avait presque oublié que l'expérience client, c'est une discipline à part entière, et comme l'explique son père fondateur Joe Pine, c'est finalement une proposition de valeur qui est distincte, comme un produit l'est d'un service. Et on personnalise un produit, ça devient un service, on personnalise un service, ça devient une expérience, et bonne nouvelle, aujourd'hui on est rentré dans une nouvelle ère, on personnalise l'expérience et on est rentré dans la transformation. Ça tombe très bien, on va en parler d'ailleurs. Mais j'ai mon préféré quand même. Alors, il y a le surtourisme. Je vous laisse lire les travaux de Rémi Knafou, c'est très très bien, il le dira bien mieux que moi. Mais j'ai mon préféré. D'après vous, c'est lequel? Si vous trouvez, vous avez le droit à une petite chanson de Ludovic Dublanchet après. Le démarketing, celui-là est magnifique. Il est magnifique tellement il raconte une connerie. Alors, premièrement, quand on l'utilise, en plus, à grands coups de personal branding, comme on dit avec Pierre, sur LinkedIn, on l'utilise à foison, et alors, c'est quand même un truc de dingue. C'est-à-dire qu'on se tire une monstre balle dans le pied, en plus.
C'est-à-dire, les organismes de gestion de destination, c'est faire de l'accueil et faire de la promotion touristique. Et le démarketing, finalement, ça serait ce truc qui consiste à abandonner des campagnes de com, enfin, etc., etc. Non, revenons un petit peu au basique. Je sais très bien que beaucoup de théories, parfois, ça peut nous éloigner de la réalité. Ce qui est sûr, et c'est une autre petite certitude que j'ai, c'est que pas assez de théories nous éloignent à coup sûr de la réalité. Marketing, on a tous fait des études, produit, prix, placement, promotion. Donc, premièrement, démarketing, ce n'est pas égal que à communication. On est d'accord là-dessus? Et du coup, parce que quand on utilise un petit peu ces mots et que même nous, des fois, directeurs, nous l'utilisons sur notre personal branding de LinkedIn, du coup, le problème, c'est qu'en fait, on induit que c'est marketing égale bullshit. Donc, non seulement on se tire une balle dans le pied, mais on l'a dit tout à l'heure, à mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde. Et je pense que l'élu, en fait, à qui vous êtes peut-être en train de servir la soupe et qui sans doute va se représenter aux prochaines élections, peut-être qu'il va durer un peu plus longtemps que nos ministres, eh bien, il se souviendra de votre démarketing au moment de voter votre budget et votre subvention. Mais en fait, si vous avez envie de changer finalement les choses et de dire « je mets telle restriction » ou « je fais payer plus cher », etc., vous ne faites pas du marketing, vous remarketez justement votre offre. Et le problème, c'est ça, c'est que dans notre secteur, mais comme dans tous les secteurs, je crois qu'il faut qu'on arrête systématiquement cette surconsommation de concepts. On en parlait ce matin avec un exposant. Finalement, chaque année, on switch de concept en concept et on ne va jamais en fait dans le fond des choses. Et le problème, je trouve, quand on surconsomme ces choses-là, c'est que finalement, on donne le sentiment d'un progrès factice. On avait l'innovation aussi sur les buzzwords. Innovation n'est pas égale à progrès. Important. Et déjà, l'innovation, c'est sans doute pas rajouter une nouvelle idée, mais abandonner une vieille idée chaque jour. Mais finalement, ce progrès est factice, ça donne un sentiment de confusion, on ne valorise pas le travail de votre entreprise, de votre office, de vos équipes, on donne finalement un éloignement du terrain où les gens ne comprennent plus tellement ça devient un petit peu fumeux. Et puis surtout, on peut perdre la confiance, on en parle, c'est tout le cœur de ce congrès, des communautés. Les habitants, pour qui on se bat, les touristes, vos équipes, vos élus, etc., etc. Alors moi, je le dis aujourd'hui devant vous, mal nommer le tourisme régénératif, finalement, c'est ajouter du malheur aux destinations. Alors ça, c'est petite spoiler alerte, j'ai déjà entendu plusieurs fois depuis ce matin, on a tous vu des campagnes comme ça, on va sauver la planète, les 10 petits gestes avec une chaîne très sérieuse pour sauver la planète, les 100 cartes pour sauver la planète. On a même faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète? On approche de la Chine, et même des militants qui mettent Save the Planet. Petite spoiler alerte, en fait, c'est pas la planète qu'il faut sauver, c'est l'humanité. Juste pour remettre les choses. Donc finalement, le régénératif, on va essayer de le définir par son contraire, le dégénératif. Et régénérer, c'est quand même un joli mot, c'est faire renaître, réparer, revitaliser ou restituer. Finalement, c'est pas faire moins mal, c'est pas faire moins pire, c'est laisser l'endroit dans un meilleur état que quand on l'a trouvé. Et en fait, si on doit résumer très simplement, le tourisme régénératif, c'est passer de net zéro à net positif. Dans l'atelier qui suit, on va beaucoup en parler, si ça vous intéresse, avec Roland Schegg, qui est un éminent, il adore quand je dis ça, chercheur suisse et qui travaille pour les hautes études spécialisées du Valais. Et on a un atelier juste après où justement on va travailler avec les canevas qu'il a mis en place, les méthodologies, etc. Vous le verrez avec des expérimentations très concrètes. Et en gros, c'est de se dire que le tourisme, c'est un secteur qui dégénère quelque part, c'est un système extractif. Et l'idée, c'est au-delà en fait du net zéro carbone, de dire comment on va être capable de régénérer, mais générer les écosystèmes vivants. Donc on a à chaque fois le côté environnemental, mais on a aussi à chaque fois le côté humain. Important. Je vous ai mis une petite définition, c'est pour la laisser, pour que vous l'ayez. Je ne vais pas vous la lire, mais c'est en gros, garder un petit peu les mots-clés, une approche transformationnelle, comment on vise à restaurer, à revitaliser ou à faire prospérer ces écosystèmes naturels, comment on essaye d'avoir des impacts positifs, nets et durables, et en gros, la co-création qui est fondamentale avec les communautés justement locales. Et pourtant, finalement, tout avait commencé avec la loi climat,
1989, je crois, 1990. La loi était claire en fait sur ce qu'on devait faire. Elle tenait en 3 mots: éviter, réduire, compenser. C'était le sens de la loi. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque quand on analyse? Je crois qu'en fait le tourisme, on l'a fait dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on a compensé un petit peu. Très bien, on veut sauver la planète, donc on achète des arbres au Gabon. Super. On réduit. Ouh, il faut vite que je mette des ampoules à LED, sinon je vais perdre ma démarche qualité. Ce n'est pas tout à fait ça dont on parle, et éviter rarement. Certains ont essayé, certains y sont arrivés, mais la plupart, c'est bon, écoutez, quand on rentre dans une démarche RSE, on va faire le scope 1, puis on va faire le scope 2. Le scope 3, on ne fait pas trop, ça risquerait de nuire à notre rentabilité. En fait, se lancer dans une démarche de tourisme régénératif, c'est comprendre qu'il faut passer de la durabilité faible à la durabilité forte. Jeune étudiant que j'étais dans les années 2000, on vieillit tous, à l'IE à Chambéry, avec certains qui sont ici encore dans la promo, on nous apprenait déjà les notions de tourisme durable. À l'époque, d'ailleurs, on parlait beaucoup de tourisme soutenable, et je trouve que le mot était plus juste. Et on nous expliquait qu'en gros, il y avait les 3 grandes sphères qu'il fallait faire un petit peu cohabiter, donc l'économie, créer de la richesse, le social, qu'est-ce qui reste sur site, et de l'autre côté, l'environnement. Sauf qu'avec le temps, on s'aperçoit que finalement, le technosolutionnisme ne réglera pas tous les problèmes et qu'il faut un petit peu changer de paradigme. Et c'est ce qu'on propose de faire dans le passage à la durabilité forte. Et vous voyez bien que chaque système est inclus dans l'autre système. C'est qu'on travaille pour l'économie au sein du social et être sûr que les richesses soient redistribuées au sein même d'un environnement qu'il faut protéger. Ça, c'est un canevas dont on parlera tout à l'heure avec Roland. C'est des méthodes très simples qui ont été mises en place par le HESSO en Suisse et aussi le HL, qui est une école d'hospitalité justement à Lausanne. Ils travaillent dans la Suisse, mais aussi en Europe entière, avec des prestataires d'hébergement. Et justement, vous avez des choses très claires. On parle de Place Intelligence, l'intelligence des lieux. On parle de People Intelligence. On essaye de croiser ça avec votre business. Et il y a tout un sujet d'atelier collaboratif. Ils ont sorti des choses très bien là-dessus qu'on vous partagera tout à l'heure, puisqu'il y a un vrai playbook qui est mis à votre disposition. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous en parler avec Roland. Quelques inspirations. On voulait faire un petit clin d'œil à nos amis canadiens. Le Fogo Inn sur les îles Labrador. Donc cet hôtel purement régénératif, au-delà de sa conception qui est faite pour limiter son empreinte, bâtiment basse consommation, etc. Le plus intéressant n'est pas là. Le plus intéressant, c'est que quand vous avez votre note, il vous explique qu'est-ce qui reste à l'hôtel, qu'est-ce qui reste aux communautés. Il y a tout un travail de sourcing, etc. Et c'est du coup un hôtel qui est bien implanté justement sur son territoire et sa communauté. Joli en plus les chambres, hein. Petite chambre avec vue, moi ça donne envie. Nouvelle-Zélande, organisme de destination qui assure la promotion, a travaillé, a mis en place une fondation avec les principaux acteurs de la Nouvelle-Zélande. Il parle de la promesse Tiaki, qui est de prendre soin. Et quand vous faites votre demande de visa, vous avez un peu cette charte sur laquelle vous vous engagez aussi pour respecter la nature, les communautés locales, etc., etc. Et ça participe pas mal à la sensibilisation. Le Rwanda, pays qui avait été gravement touché par des génocides, qui a travaillé avec ces communautés. Ils protègent les gorilles là-bas. Ils ont travaillé en fait pour mettre des permis et des quotas un petit peu élevés pour aller voir un petit peu ces gorilles dans les parcs nationaux. Résultat, en 10 ans, la population a été multipliée par 4. Et surtout, ils ont fait un énorme travail avec les communautés locales, qui étaient des petits villages, pour non seulement les former, pour assainir, créer des maisons, créer des écoles, etc. etc. Et aujourd'hui, il y a 700 projets qui ont été financés et 3,5 millions d'euros qui ont été réinvestis pour le bien-être des communautés locales en les impliquant à travers le projet, y compris dans les organes décisionnels. Et aujourd'hui, ce qui est aussi intéressant, c'est que comme le parc non seulement arrive à grandir, eh bien, il arrive à s'étendre et il protège de plus en plus de zones autour de chez lui. Alors du coup, est-ce que le tourisme régénératif survivra à sa propre hype? Je ne sais pas. Je ne suis pas prédicateur. Je pense que vous avez compris le sens de nos propos. Si on veut se lancer dans cette démarche en termes d'état d'esprit, c'est de se dire comment on va passer d'un tourisme de récréation peut-être à un tourisme de réparation. La bonne nouvelle, c'est que dans une logique de tourisme expérientiel,
c'est aussi valable pour nos clients. Je pense que les vacances sont aussi des moments de thérapie où on soigne un petit peu des maux quotidiens, et ça fonctionne bien, ça marche aussi pour l'environnement. On va essayer aussi de passer du comptage à la comptabilité. Nous, le pays qui accueille 100 millions de touristes, en fait, on s'en fout, c'est pas trop le sujet. Déjà, tout le monde sait que c'est faux. Mais surtout, la comptabilité, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste quand on est passé? Et donc, au lieu de faire des effets d'annonce, ce qui serait cool, c'est de faire des efforts. Alors moi, je vous ai juste donné 3 phrases à vous poser si vous voulez démarrer ce genre de projet, qui sont simples. Dans mon action, qu'est-ce qui est vraiment restauré ici? C'est le vivant, la nature, les hommes, les communautés, le lien, le savoir-faire, le savoir. Qui gagne en capacité d'agir localement, une fois que nous, on est passé? Et qu'est-ce qui reste dans 10 ans, si le touriste ne revient pas? Qu'est-ce qui reste sur le territoire? Qu'est-ce qui reste aux communautés? C'est ces petites choses que je voulais partager avec vous. Encore une fois, parce qu'on pense que ce n'est pas une trace qu'il faut qu'on laisse, mais c'est une empreinte positive. Et comme on l'a dit, si on a 2 dernières choses à partager, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Et le tourisme régénératif, ce n'est pas une technique de communication, ce n'est pas non plus une utopie. Et en fait, nous pensons et nous sommes convaincus. Vous avez compris, le but du jeu, c'était d'être un petit peu provoque, mais gentiment sur le sujet. Et on dit ça parce qu'on a une conviction qu'on veut partager tout simplement avec vous. Nous, on pense qu'en tant qu'organisme de gestion de destination, on a un rôle énorme à jouer, même si on n'a pas directement la main sur l'offre. Et ça tient en 4 mots: connaître, inspirer, transmettre et agir. Je vous souhaite une bonne journée. Merci Greg. Je ne sais pas pourquoi, il y a Pierre qui a démonté la déco. Tu veux bien... Et comme le ridicule ne tue pas, et que j'ai perdu un pari, je vais appeler Ludovic Dublanchet sur scène, s'il vous plaît. On l'a vu ce matin, on a présenté une association qui nous tenait à cœur avec tout le formidable travail qui est fait par les équipes des 100e. Donc, je vais m'occuper de mon personal branding à moi. Je vais donc le descendre. Et on va chanter une petite chanson, comme ça je mets les 5 premiers euros. Allez, ça roule. À toi de jouer. Tu mets 5 euros? Ah, ça me dit un truc. On le fait à la à peu près. À peu près. Un temps de temps de dire de back to you. By now, and take it to the wild, that the quality was about to do. I don't believe that everybody feels the way I do about you now. On part sur le refrain. Il chante, hein, je crois. C'est baby. Baby, Allez, on chante. you're gonna be the one that saves me. You're my wonder boy. Merci Greg.